Nous allons nous intéresser dans le cadre de ce cours à l'utilisation de la notation complexe pour résoudre des problèmes d'acoustique. Je vais donc partir d'équations dans le domaine temporel qui sont l'équation de l'air ρ dv sur dt égale moins gradient de P, plus une relation contrainte-déformation qui me donne un lien, deuxième lien entre la pression et cette fois-ci le déplacement, qui est que la pression est égale à moins K div de U. Alors on peut donner quelques informations supplémentaires sur ces équations. D'une part, il s'agit d'équations couplées, c'est-à-dire que les deux doivent être résolues différemment. Il s'agit bien évidemment d'équations aux dérivées partielles, c'est-à-dire faisant apparaître un opérateur gradient ici et divergence, puisque je travaille sur des problèmes qui sont des problèmes continus, donc nous avons dans ce cas-là des équations dérivées partielles. Elles font apparaître un certain nombre de constantes physiques, qui sont ici la densité et la compressibilité. Je ne refais pas vraiment un cours d'acoustique, mais c'est pas mal de rappeler ces données-là, sachant que ρ et K sont des paramètres que l'on connaît quand on veut résoudre ces problèmes-là. Ça peut dépendre de la température et d'un certain nombre de conditions thermodynamiques. Enfin, vous avez un moins ici, qui est dû à une condition qui est une condition normale sortante pour la pression. Là, c'est pareil, je ne rentre pas dans les détails. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est les champs qui sont les champs qui apparaissent, donc les inconnus du problème qui apparaissent dans le cadre de ces équations. On a donc trois champs, deux sont des champs vectoriels qui sont le déplacement, j'ai bien une flèche ici, donc le déplacement U et la vitesse V, et le troisième est un champ scalaire qui est la pression P. Et ces trois champs sont des fonctions de M, qui est la position, et du temps. Nous avons donc, au total, si on regarde clairement ces équations, et si on fait une analyse, on va dire vraiment au premier ordre, nous avons 7 champs inconnus. Bien sûr, il existe un lien qui est un lien intrinsèque entre la vitesse et le déplacement, qui est que la vitesse n'est rien d'autre que du sur dt, où la dérivée, qui est la dérivée qui apparaît ici, est bien une dérivée partielle, c'est-à-dire à m constant. Il suffit simplement de dériver par rapport au temps. Alors ces équations, si je veux les résoudre dans le domaine temporel, il y a des techniques analytiques ou numériques pour résoudre ça. Pour ça, il faut connaître une condition qui est une condition initiale. Il s'agit d'un problème d'évolution. Il faut évidemment, on ne peut pas savoir où va un système si on ne sait pas d'où il part. C'est un principe de bon sens assez simple et qui se traduit dans les algorithmes de résolution numérique ou analytique. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans le cadre de ce cours, c'est l'évolution d'un système dans le cadre où je vais rajouter à ce système une force qui va être une force harmonique, c'est-à-dire une force sinusoïdale ne comportant qu'une seule fréquence. Alors si on analyse plus en profondeur l'évolution du système, cette évolution du système va se séparer en deux phases. Une phase qui est une phase qu'on va appeler le transitoire, qui va déboucher sur une deuxième phase qu'on va appeler le régime permanent, ou le régime harmonique, ou stationnaire. Donc il y a plusieurs notations, plusieurs façons de l'appeler, et il y en a peut-être même d'autres, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. L'important, et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est l'étude de ce régime harmonique ou ce régime permanent. Alors qu'est-ce que nous dit la théorie des équations différentielles linéaires ? Elle nous dit, et pour les problèmes d'évolution, elle va nous dire que ce régime permanent, si j'excite par une solution qui est une solution harmonique correspondant à une fréquence f qui elle-même est associée à une pulsation oméga, c'est-à-dire que oméga égale 2πf, la théorie des équations différentielles va nous dire que dans ce régime permanent, tout le système va vibrer à oméga. C'est-à-dire que les champs de vitesse, de déplacement et de pression vont être des fonctions sinusoïdales à la fréquence oméga.
pour ça c'est le résultat des équations différentielles, et ce qu'on sait aussi dans la théorie des équations différentielles, c'est que ce régime transitoire va permettre de passer de conditions initiales à un régime qui va être le régime stationnaire. Donc, on ne va pas du tout s'intéresser à cette solution dans le régime transitoire. Je vous réfère au cours sur les équations différentielles, où on voit bien que ce régime permanent est contrôlé par la solution qui est ce qu'on appelle la solution particulière de l'équation différentielle, et que ce régime transitoire est géré par la solution générale. Donc ce qui nous intéresse simplement dans le cadre de ce cours, c'est cette deuxième partie qui est la partie où tout le système va vibrer à oméga. Alors c'est maintenant que nous allons introduire la notation complexe, simplement en écrivant que le P de M et de T n'est rien d'autre que P0 de M, donc ça ne bouge pas, c'est toujours réel, multiplié par le cosinus de oméga t plus phi. Ce cosinus, je vais l'écrire comme la partie réelle de l'exponentielle de J oméga t plus phi, qui dépend toujours de M. Donc là, j'ai simplement utilisé la définition de l'exponentielle complexe, qui est la partie réelle le cosinus est la partie réelle d'une exponentielle. Il ne reste plus maintenant qu'à faire un certain nombre de petites manipulations calculatoires. La première va être d'introduire l'amplitude P0 de M, donc un nombre réel, comme je l'ai signifié plus haut, à l'intérieur de la fonction partie réelle. Et la deuxième, d'utiliser la propriété de l'exponentielle, qui est que l'exponentielle de la somme est égale au produit des exponentielles. Et on va pouvoir écrire que P de M et de T est égal à la partie réelle de P0 de M exponentielle J phi de M multiplié par exponentielle de J oméga T. On peut formuler un certain nombre de remarques. La première est qu'on a effectué un découplage entre le temps et l'espace. Dans l'expression qui était l'expression sous forme trigonométrique avec un cosinus, vous voyez qu'on avait bien un lien entre le temps et l'espace. En tout cas, ils étaient fortement imbriqués par ce plus ici. Et la fonction cosinus n'étant vraiment pas linéaire, on ne pouvait pas écrire que c'était cosinus oméga t plus cosinus phi. Ici, nous avons séparé d'une part la dépendance temporelle qui est sous la forme de cette exponentielle complexe et la partie spatiale qui est une fonction de m qui apparaît comme premier facteur de l'exponentielle complexe qui, elle, en tout cas, ne dépend pas du temps. La deuxième remarque qu'on peut faire est de dire que on a fait une écriture de partie réelle simplement en disant que le cosinus oméga t plus phi était la partie réelle de oméga t de exponentielle i multiplié par oméga t plus phi. On sait que le cosinus de x étant le cosinus de moins x, on aurait très bien pu rajouter un moins à ce niveau-là, et dans ce cas-là, réobtenir un moins ici et là. On aurait été dans une deuxième convention de dépendance temporelle. Donc je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Considérons pour le moment que j'ai le droit d'écrire ce que j'ai écrit. La troisième remarque est que la pression que nous avons vue ici dépend de trois paramètres qui sont P0 de M, phi de M et oméga. Et vous voyez que deux des paramètres qui sont en particulier les paramètres qui dépendent de M sont dans l'amplitude complexe et que le troisième paramètre est, lui, dans la dépendance temporelle, c'est-à-dire dans ce terme-là. Donc on voit aussi qu'un nombre complexe étant égal à deux nombres réels, ici, nous avons fait d'une certaine façon une agrégation de deux paramètres réels en considérant un seul nombre complexe, qui est le nombre P0 de M exponentielle J phi de M. Ce nombre, je vais d'ailleurs l'appeler P chapeau, donc P chapeau étant une fonction de M, pour condenser les deux informations en une seule notation. Tout ce que j'ai dit sur la pression, je peux l'écrire sur chacun des champs, donc à la fois les UX, UY, UZ, mais aussi VX, VY, VZ, qui peuvent s'écrire comme des parties réelles de
d'amplitude complexe Vx, Vy, Vz, Ux, Uy, Uz qui dépendent de m, multiplié par une exponentielle de j oméga t. Nous allons voir maintenant l'intérêt de la notation complexe en considérant cette équation très simple qu'on a vue précédemment, qui est le lien entre la vitesse et le déplacement, qui est que la vitesse est donc la dérivée partielle par rapport au temps du déplacement. Alors, si j'écris mon déplacement u de x et t va s'écrire sous la forme d'une partie réelle, d'une amplitude complexe u chapeau, u de m et de t, qui va dépendre de m, fois exponentielle de j oméga t. Le u de m, j'ai retiré la flèche, simplement pour simplifier les notations. Alors, maintenant, je veux dériver u par rapport au temps, sachant qu'il s'agit d'une dérivée partielle, donc la fonction qui est la fonction u de m est considérée comme une constante. Alors, juste une petite remarque, si j'ai un nombre qui s'écrit, donc un nombre complexe c de t, qui s'écrit sous la forme a de t plus i b de t, donc ici a de t représente la partie réelle et b de t représente la partie imaginaire. Si je dérive, ce qui va nous intéresser c'est la partie réelle du nombre, donc si je dérive c par rapport au temps, simplement je fais une dérivée simple dans ce cas-là, et ben voilà, j'utilise la linéarité de la dérivée. Donc la dérivée de la partie réelle n'est rien d'autre que la partie réelle de la dérivée. C'est ce qu'on obtient ici. Donc si je veux dériver partiellement par rapport au temps mon champ u comme ce qui nous apparaît dans la relation qui donne le lien entre le déplacement et la vitesse, on va simplement écrire que d de u sur dt, où j'écris pas le m et t, simplement pour condenser un petit peu plus les notations, va être la partie réelle du nombre complexe suivant. Donc j'effectue une dérivée partielle par rapport au temps, et ben le u chapeau de m, qui est un vecteur de 3 nombres complexes, lui ne dépend pas du temps, multiplié par la dérivée d'une exponentielle, et la dérivée de l'exponentielle par rapport au temps, c'est rien d'autre que j oméga fois exponentielle de j oméga t. Et donc, j'obtiens, vous voyez, je dérive de manière très simple, et si j'écris que ça, ce n'est rien d'autre que la partie réelle donc c'est égal à v de t, et ce n'est rien d'autre que la partie réelle de v chapeau de m fois exponentielle de j oméga t, on tire que v chapeau, qui dépend de m, est égal à j oméga fois u chapeau de m. Donc vous voyez que la dérivée, qui est une dérivée partielle par rapport au temps, dans le cadre de la notation complexe, s'écrit sous la forme d'une multiplication par j oméga. Et ça, c'est relativement élégant et relativement simple. C'est-à-dire qu'on remplace une différentielle par un produit. C'est quelque chose qui est quand même relativement sympathique. Alors, on va maintenant voir les conséquences sur les équations qui étaient les deux équations de l'acoustique qu'on a vues tout à l'heure. Alors, je vous les rappelle, c'est ρ dv sur dt qui est égal à moins gradient de p, en tout cas pour la première. On a un terme qui est un terme d'excitation, mais celui-là, j'y reviendrai par la suite. On va d'abord considérer la première partie. Alors, ρ dv sur dt égale moins gradient de p. Ρ, pour le moment, c'est la densité qui est la densité de l'air, donc on va considérer qu'il s'agit d'un nombre réel. Donc cette équation, on peut l'écrire sous la forme, c'est la partie réelle de ρ, alors vous voyez, le ρ, je le remets à l'intérieur de la partie réelle, multiplié par v chapeau exponentielle i oméga t, ou j oméga t, qui est égal à, donc moins, c'est encore la partie réelle, c'est le nombre moins 1, donc que je peux mettre à l'intérieur, multiplié par le gradient de p. Alors le gradient de p est écrit donc sous une forme, comme on l'a vu là précédemment, p chapeau
fois exponentielle I oméga t. Le gradient de P, c'est rien d'autre que le gradient de P chapeau, qui est une fonction dans laquelle T ne bouge pas, qui est une dérivation dans laquelle T ne bouge pas. Donc moins le gradient de P chapeau de M fois exponentielle de J oméga t. Donc, si on regarde cette équation, on a une égalité de deux parties réelles. Alors, je dirais que qui peut le plus peut le moins. Si on considère l'équation qui est l'équation suivante, ρ V chapeau exponentielle de I oméga t est égal à moins gradient de P chapeau de M exponentielle de J oméga t, on est sûr que si cette deuxième équation, c'est-à-dire l'équation sur les deux nombres complexes, est vérifiée, forcément, l'équation concernant les parties réelles va elle-même être vérifiée. Qui peut le plus, peut le moins. Et donc, on va s'intéresser principalement à cette équation-là, qui est l'équation sur les nombres complexes, équation qui va en plus pouvoir être simplifiée de manière supplémentaire en considérant que l'exponentielle j oméga t que vous voyez de part et d'autre, cette exponentielle j oméga t est un nombre complexe qui se promène sur le cercle trigonométrique, c'est une exponentielle d'un nombre purement imaginaire, c'est donc un nombre qui est sur le cercle trigonométrique et qui en particulier ne peut pas être nul. Donc je vais pouvoir supprimer de part et d'autre la dépendance temporelle. C'est-à-dire que cette dépendance temporelle en oméga t, cette sinusoïde à oméga, on peut, et on est amené, en fin de processus, à l'éliminer. C'est-à-dire qu'on ne va pas la traîner tout le temps des équations. Évidemment, il ne faut jamais perdre de vue qu'elle est toujours dans ces équations-là, mais l'équation qui est l'équation de l'air va donc s'écrire sous la forme ρ V chapeau est égal à moins gradient de P chapeau. Et là, vous voyez que les deux fonctions sont simplement des fonctions qui sont des fonctions de M. J'ai donc fait disparaître complètement, ou en tout cas, je ne note pas cette dépendance temporelle, même si elle existe toujours, mais en tout cas, ça permet de traiter de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple, puisque ici, vous voyez que je n'ai plus une équation différentielle, j'ai simplement, il me reste une partie d'équation dérivée partielle avec le gradient, mais j'ai une équation dans laquelle je n'ai plus de temps qui apparaît au moins formellement. Donc les deux équations qui étaient mes équations de départ vont s'écrire sous la forme ρ fois V chapeau de M égale moins gradient de P chapeau de M. Et pour la deuxième, P chapeau de M est égal à moins K fois div de U chapeau de M. Toujours par abus, mais ou par simplicité, en tout cas pour réduire l'écriture, on va effectuer des deuxièmes simplifications dans l'écriture qui vont être de retirer les chapeaux. Parce que on va avoir des chapeaux partout, donc on peut les retirer partout. Et c'est pareil, on va avoir des dépendances en M qu'on va retirer un peu de partout, donc dans tous les cas. Et donc nous nous retrouvons avec deux équations qui sont des équations sur les champs M, qui sont que ρ V égale moins gradient de P, et P qui est égal à moins K div de U. Alors à partir de ces deux équations, on a la méthode pour obtenir l'équation de propagation, qui est simplement de dériver la deuxième par rapport à P, qui nous donne donc que J par rapport au temps. Donc J oméga fois P, je dérive par rapport au temps avec ce qu'on a vu précédemment, est égal à moins K div de V. Donc là j'ai une dérivation par rapport au temps, je n'ai pas multiplié par J oméga, mais vous voyez que le U est devenu un V. Et de l'autre côté, nous allons prendre la divergence de cette équation-là, qui va nous dire que ρ div de V est égal à moins la divergence du gradient, c'est le Laplacien, donc moins le Laplacien de P. Donc, on va être en mesure d'éliminer la divergence de V en l'exprimant par rapport à la première équation, par exemple, et on va obtenir l'équation qui est la fameuse équation de Helmholtz, qui dit que Laplacien de P plus K de P est égal à 0, et sachant que le K est égal à oméga sur C,
ou est aussi égal à oméga racine de rho sur k. Donc ça, c'est l'équation qui est la fameuse équation de Helmholtz, qui est l'équation, on va dire, une des équations principales des acousticiens. Il est à noter qu'on aurait également pu obtenir cette équation d'Helmholtz en partant de l'équation des ondes, qui relie les dérivés, le Laplacien aux dérivés secondes par rapport au temps, donc qui sont cette fois-ci des dérivés secondes qu'on vient, donc en dérivant 2 fois par rapport au temps, on multiplie 2 fois par moins j oméga, par j oméga, ce qui donne un moins oméga carré. Donc on aurait également pu obtenir de manière différente cette équation, qui est cette équation d'Helmholtz. On vient donc de voir comment les nombres complexes ont permis de passer d'équations au domaine temporel, qui sont ces deux équations-là, dans le cadre d'une excitation et d'un régime permanent à oméga, à une équation qui est une équation dans laquelle le temps n'intervient plus, ou en tout cas, on a pu supprimer cette composante temporelle pour simplifier l'écriture, mais aussi simplifier la résolution. J'avais mentionné précédemment le cas où le problème est un problème forcé, alors sur lequel je vais revenir. Donc c'était ce cas-là où, évidemment, je rajoute cette fameuse source qui va générer cette pulsation, cette vibration oméga. Et donc cette source, finalement, si on regarde, on a donc une source qui va dépendre de la position et du temps. Et cette source, on a dit qu'elle était elle-même sinusoïdale. Et on va pouvoir l'écrire de la même façon, sous la forme d'une amplitude complexe S de M fois donc c'est la partie réelle de tout ça, de S de M fois exponentielle j oméga t. Donc c'est pareil, le j oméga va se supprimer, et puis le S chapeau de M, on va pouvoir retirer le chapeau et puis le M comme ce qu'on a fait précédemment, et ça va être une source donc qui est considérée comme connue ou non connue, si on veut par exemple faire un problème inverse là, de détection de source. Mais en tout cas, ça dépasse largement le cadre de secours. Donc pour les sources, on peut également fonctionner de la même façon. Et après, reste à mettre en musique toutes les relations qu'on a faites ici. Mais donc c'est pareil, les sources s'expriment sous la forme d'un nombre complexe qui vient compléter l'équation qui est l'équation précédente. Les nombres complexes peuvent aussi être très intéressants dans le cadre de la résolution de cette équation-là. Donc on va oublier le terme source et on va chercher des solutions fondamentales à la pulsation oméga, donc on garde juste du terme source le fait qu'il y ait une excitation de ce système-là, et on va chercher les solutions fondamentales de cette équation, c'est-à-dire quelles sont les fonctions qui vont vérifier l'équation, qui est l'équation qu'on a écrite ici. Alors pour ça, il existe une méthode qui s'appelle la méthode de séparation des variables, sur laquelle je vais pas revenir, mais qui va dire que la fonction, qui est la fonction P de M, va s'écrire sous la forme d'une fonction qui ne dépend que de x multipliée par une fonction qui ne dépend que de y multipliée par une fonction qui ne dépend que de z. Donc j'introduis 3 fonctions, grand x, grand y et grand z, qui sont 3 nombres complexes, mais des fonctions qui ne dépendent chacune que d'une seule variable. Et donc l'amplitude complexe P de m, donc j'ai rajouté le m là parce qu'il y a un intérêt simplement pour voir la différence avec le x, y, z. Donc cette amplitude P de m s'exprime, on va chercher des solutions qui vont s'écrire sous cette forme qui est cette forme séparée. Alors, si on réintroduit cette forme particulière de solution dans l'équation qui est l'équation d'Helmholtz, on va obtenir donc que le Laplacien de P va s'écrire sous la forme x seconde. Alors, je devrais mettre ici un x seconde qui dépend de x, mais comme j'ai pas beaucoup de place, je vais retirer la dépendance par rapport à x, sachant que on voit que c'est écrit clairement au-dessus. Donc je dérive, le Laplacien, c'est la dérivée seconde par rapport à x plus la dérivée seconde par rapport à y plus la dérivée seconde par rapport à z. Donc la dérivée seconde par rapport à x, c'est x seconde y z plus x y seconde z plus x y z seconde. Donc ça, c'est pour la partie qui est la partie associée au Laplacien de P, auquel je viens rajouter plus K2 fois P. Alors cette fois-ci, P, c'est simplement X, Y, Z. Donc ça, c'est égal à 0. Si maintenant on vient diviser toute cette équation par X, Y, Z, alors il faut qu'on ait le droit de le faire,
Mais bon, on obtient x seconde yz divisé par xyz, on obtient donc bien x seconde sur x. Et là, je vais rajouter que ça, c'est bien une fonction de x. C'est-à-dire que x seconde est x. Autre chose, j'ai bien mis des secondes ici, qui sont des dérivées simples, parce que x ne dépend que de x. Plus d'une seule variable. Y seconde sur y, plus z seconde sur z, plus k2, divisé par x, multiplié par xyz divisé par xyz, ça fait donc 1, est égal à 0. Y seconde sur y ne dépend que de y, et z seconde sur z ne dépend que de z. Et donc, on peut montrer que les fonctions qui sont les fonctions x seconde sur x ne dépendent que de x, c'est-à-dire si je fais varier y et z, donc si je fais varier y et z, cette fonction-là ne doit pas bouger, et donc cette fonction-là est égale à une constante, que je vais appeler cx. Pareil, celle-là est égale à une constante que je vais appeler cy, et celle-là est égale à une constante que je vais appeler cz. On a donc une équation qui va faire apparaître, qui va pouvoir se diviser en un certain nombre de sous-équations, qui vont être les suivantes. X seconde est égal à Cx fois x. Donc là, c'est une équation qui ne va dépendre que de x. Et puis pareil, y seconde égale cy fois y, et z seconde égale cz fois z. On va maintenant voir un deuxième avantage des nombres complexes qui va concerner la résolution de cette équation-là. Alors là, on a une équation qui ne dépend que de x. C'est une équation différentielle ordinaire à coefficient constant, puisque le Cx, même si je ne peux rien dire sur le Cx à l'heure actuelle, je sais que c'est un coefficient qui est un coefficient constant. Et donc on a une équation qui est une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant. On va chercher cette solution sous la forme d'une exponentielle. J'écris en noir pour x de x va s'écrire sous la forme exponentielle alpha x. Alors là, x seconde de x, une exponentielle, ça se dérive très facilement. Et on obtient que x seconde est égal à alpha carré exponentielle de alpha x. Et donc, quand je fais le rapport des deux, on obtient que Cx est égal à x seconde sur x, c'est-à-dire alpha carré. Qui est une équation, peu importe la valeur de Cx, mais qui me dit que alpha, j'ai deux solutions qui sont plus ou moins la racine de alpha, de Cx. Voilà. Donc, on s'aperçoit que les nombres complexes, on a vraiment une équation en alpha à résoudre, qui est un polynôme d'ordre 2, alors vraiment très simple. Et ce polynôme d'ordre 2, utiliser les nombres complexes pour le résoudre, on n'a aucun problème pour le résoudre. On peut même aller plus loin parce qu'on peut montrer que Cx est un nombre réel négatif. Donc on peut le voir sur cette équation-là. Vous voyez que le k carré, lui, est un nombre qui est un nombre réel positif. Et donc le Cx, et pareil pour le Cy et pour le Cz, on peut montrer que c'est des nombres qui sont des nombres réels négatifs. De telle sorte que la racine de Cx va s'écrire sous la forme d'un nombre imaginaire i multiplié par la racine du module de Cx. Donc ça, c'est des nombres complexes. Et cette racine du module de Cx, ça, on va l'appeler Kx. Ou plutôt, je vais l'appeler module de Kx, puisqu'on sait que c'est un nombre réel, et on ne va pas faire d'hypothèse sur le signe de Kx dans ce qui nous intéresse pour la recherche des solutions fondamentales. Donc maintenant, mes solutions fondamentales vont s'écrire sous la forme P de m égale exponentielle de i kx x multiplié par exponentielle de i ky y multiplié par exponentielle de i kzz. Ça qu'on peut réécrire sous exponentielle, alors oui c'est des j, d'accord, exponentielle de j facteur de kx x plus ky y plus kz z. Voilà. Mais avec une
une contrainte forte qui est que les nombres kx, ky et kz ne peuvent pas être choisis indépendamment les uns des autres, c'est-à-dire qu'on doit avoir que kx au carré plus ky au carré plus kz au carré doit être égal à k au carré. Puisque vous voyez bien que je peux passer, j'ai le i carré qui me donne un moins 1, qui fait que mon équation, qui est l'équation ici, donne ici. Donc cette relation s'appelle la relation de dispersion, sur laquelle que vous étudierez de manière intensive dans le cadre des cours, en particulier les cours d'acoustique physique, mais vous voyez qu'elle va donner des contraintes sur les formes de propagation suivant x et suivant y et z qui vont devoir vérifier, les valeurs de kx, ky, kz doivent impérativement vérifier cette équation-là pour être solution de l'équation de propagation. L'essentiel dans le cadre de ce cours est qu'on ait montré, une fois de plus, l'intérêt des nombres complexes pour la résolution de ce type de problème. Bon, j'espère vous avoir montré l'intérêt des nombres complexes. Néanmoins, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vais encore en rajouter une couche. Maintenant, on va considérer un milieu dans lequel on va avoir des pertes. Et on va voir ce qui est changé par là. Alors, pour ça, on peut rajouter un peu de frottement visqueux dans l'équation, en particulier l'équation de l'air, en disant, j'ai ρ dv sur dt, donc ça c'est le terme inertiel classique, auquel je viens rajouter un mu v plus mu v, donc mu étant un nombre réel, et caractérisant les pertes, qui est égal à moins gradient de la pression. Alors, on va maintenant effectuer un passage en notation complexe avec une convention qui est la même convention que ce que j'avais défini précédemment, c'est-à-dire exponentielle de j oméga t. Mon terme, qui est le terme en dv sur dt, on va donc arriver à une écriture qui va être ρ fois j oméga fois v chapeau, je reprends le v chapeau, je ne mets pas le m, plus mu v chapeau est égal à moins gradient de p chapeau, simplement pour exprimer ces choses. Et puis, si on veut vraiment coller à ce qu'on avait écrit précédemment, ça, je peux écrire que c'est j oméga, facteur de ρ plus mu sur j oméga, fois la vitesse, égale à moins gradient de la pression. Donc, on pourrait se dire, il suffit simplement de remplacer le ρ que j'avais écrit précédemment, qui était un nombre complexe, qui était un nombre réel, par un nombre que je vais appeler ρ tilde, qui, lui, est un nombre complexe. Et se dire, finalement, toutes les étapes qui étaient les étapes de calcul qu'on a fait sur des nombres réels, je n'ai qu'à les faire sur des nombres complexes. Je voudrais juste signaler, parce que vous vous rappelez qu'au début, j'ai utilisé les propriétés du fait que ρ était réel. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai bien mis le ρ qui était ici, je l'ai bien intégré à l'intérieur de la partie réelle. Donc, évidemment, ça n'avait aucun sens de l'écrire avec un ρ complexe ici, puisque j'aurais eu des choses complexes là, et puis une notation temporelle, donc même ça n'a aucun sens. Mais ce que j'avais écrit sur ρ réel avait débouché sur cette équation-là, et c'est dans cette équation-là qu'on va remplacer, pour introduire les pertes, qu'on va remplacer le ρ réel par un ρ complexe. Alors, on pourrait même pousser plus loin, c'est-à-dire vraiment rentrer dans le détail, mais néanmoins ça nous emmènerait un petit peu trop loin, puis c'est pas compliqué à comprendre. Mais donc on en arrive sur une définition des coefficients qui sont des coefficients complexes. Alors, juste une remarque qui est fondamentale sur le choix d'exponentielle j oméga t ou exponentielle moins j oméga t. Quand j'ai pris ma partie réelle, j'ai dit, c'est la partie réelle cosinus oméga t plus phi x, enfin phi de m, j'aurais très bien pu prendre une convention d'exponentielle de moins j oméga t. Donc, qu'est-ce que ça aurait changé ? Ça aurait changé que la dérivation, le passage de u à v, qui se faisait par une multiplication par plus j oméga, devient cette fois-ci une multiplication par moins j oméga. C'est-à-dire que ici, j'aurais eu un moins qui serait apparu, et donc dans mon coefficient, qui est le coefficient
ρ tilde apparent, bah, au lieu d'obtenir le coefficient ρ tilde, j'aurais obtenu le coefficient ρ tilde, alors ρ et mu étant réel, vous voyez que j'ai obtenu un ρ tilde, donc en vert, dans le cadre d'une convention en moins j oméga t, qui est égal au conjugué de ρ tilde obtenu en notation exponentielle plus j oméga t. Donc attention, hein, si vous commencez à avoir de la dissipation dans votre milieu, faites bien attention aux notations temporelles que vous considérez. Dans le cadre d'un problème sans dissipation, on est très souvent amené à traiter avec des dérivées secondes par rapport au temps, donc votre j oméga que vous dériviez deux fois, enfin plutôt le moins qui apparaît ici, bah une fois qu'il est dérivé deux fois ou qu'il est multiplié deux fois, bah moins par moins ça fait plus, donc finalement on retombe sur nos pieds. Donc ça c'est simplement pour signifier que quand vous avez de la dissipation, attention, vous devez avoir un certain nombre de contraintes et de bien faire attention à la convention de signe que vous considérez. Je pourrais également introduire des pertes qui sont des pertes thermiques, en particulier dans le cas, hein, c'est-à-dire remplacer l'équation qui est cette équation-là, hein, je pourrais très bien la remplacer avec un cas qui serait un cas complexe, hein, pour faire apparaître des pertes. Donc, si nous regardons maintenant l'expression de k carré, de k dans le cadre de cette équation qui est cette équation d'Helmholtz qui deviendrait une équation d'Helmholtz avec dissipation, la formule qui est la formule ici peut également s'étendre puisque nous avons une racine carrée de deux nombres complexes et racine carrée de deux nombres complexes c'est quelque chose pour lequel les nombres complexes ont été définis pour ça. Donc, bien voir que cette écriture sous la forme k égale oméga de ρ sur k, même si j'ai de la dissipation, évidemment il faut que mes ρ et k aient les bons signes, en particulier au niveau des parties imaginaires, hein, qui vont prendre en compte les pertes, ces formules-là peuvent être généralisées. Et de même, cette relation qui est la relation de dispersion, cette fois-ci, on aura un k qui sera un cas complexe, mais voilà, nous nous retrouvons avec des racines carrées de nombres qui sont des nombres complexes, et les nombres complexes sont également intrinsèquement adaptés pour traiter ce genre de problème. Alors on peut également se convaincre sur l'intérêt de bien vérifier ces conventions de signes dans le cas suivant, donc d'un problème qui est un problème un peu d'application, hein, mais qui est de se dire, voilà, si j'ai une propagation qui est une propagation donc monodimensionnelle, on va supposer que la fonction ne dépend pas de y ni de z, hein, donc ça me donne que le ky est égal au kz est égal à 0. Et donc on obtient que dans ce cas-là, kx au carré est égal à k carré. Hein, donc k carré étant le nombre complexe. De telle sorte que cette identification-là nous donne directement que kx est égal à plus ou moins k. Alors, nous avons le k qui est le nombre d'ondes là qui arrive des propriétés, donc les propriétés du milieu, et ici le kx, hein, qui est le paramètre relatif à la propagation. On peut voir qu'il y a deux solutions qui sont plus ou moins, qui dit que dans le cadre du problème, je vais avoir une onde qui va aller dans un sens et une onde qui va aller dans l'autre. Alors, on va d'abord s'intéresser au cas au cas pour lequel le nombre k, hein, est un nombre réel, c'est-à-dire le cas où je n'ai pas de perte. Donc, dans ce cas-là, on va avoir deux solutions qui vont être l'exponentielle de j, facteur de oméga t moins kx, et exponentielle de j, facteur de oméga t plus kx. Ces deux expressions, si on se rappelle que k est égal à oméga sur c, on va pouvoir les écrire sous la forme de exponentielle de j fois k, facteur de ct moins x, et celle-là s'écrit sous la forme exponentielle de jk, facteur de ct plus x. Donc si mon axe des x
est dirigée vers la droite. La solution correspondant au premier terme, qui est une solution en ct-x, est invariant pour x égale ct. On va donc avoir une propagation qui va se situer dans le sens des x croissants. De même, pour la deuxième onde, on va avoir une propagation dans le sens des x décroissants. Donc on voit que cette solution fondamentale, en fait on n'a pas une solution fondamentale, mais on en a deux, ce qui est normal parce qu'on avait un problème qui est un problème quadratique, et peut se décomposer en une onde monochromatique, dans le cas qui nous intéresse, qui se propage vers la droite, qui est en x moins ct, enfin en ct moins x, et une autre qui se propage vers la gauche. Alors, si j'avais inversé ma convention, qui était ma convention temporelle, et si ici j'avais mis un moins, là, on aurait pu encore l'écrire de la même façon, mais ici j'aurais obtenu un moins, et là j'aurais eu également un moins, de telle sorte que mes invariants auraient eux-mêmes été inversés, de telle sorte que l'équation, la première correspond à une onde qui se propage vers la gauche, donc dans le sens des x décroissants, et la deuxième à une onde qui se propage dans le sens des x croissants. Donc là, bien faire attention par rapport à vos conventions de signes, parce que comme on est très souvent amené à supprimer les termes en j oméga, comme je l'ai montré précédemment, quand il vous reste plus que le terme en moins kx ou en plus kx, savoir lequel va à droite et lequel va à gauche, il faut vraiment avoir à l'esprit le fait que le choix de la convention est fondamental. Alors ça, on peut même voir maintenant dans le cas où le cas est complexe. Donc si j'ai un milieu avec un cas complexe, dans ce cas-là, ça signifie que je vais avoir des pertes dans mon milieu. Je ne veux pas considérer le cas où j'ai des sources d'énergie qui amplifieraient l'onde. On est vraiment dans le cadre qu'on rencontre de manière plus usuelle, qui est que on a des pertes dans le milieu. Je veux orienter l'axe des x vers la droite, et je vais me placer en convention exponentielle j oméga t. Donc l'onde, si je regarde l'onde qui se propage vers la droite, on a vu précédemment que c'était celle qui s'écrivait sous la forme exponentielle de j facteur de oméga t moins kx. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment et qui va s'étendre en termes de notation complexe si mon cas, cette fois-ci, devient un nombre complexe. Alors, mon cas est complexe. Alors, il est complexe parce que mon ρ, par exemple, ou ma compressibilité grand K sont tous les deux des nombres complexes. Mais dans ce cas-là, ce K tilde peut s'écrire sous la forme d'un K' plus J K seconde. K' et K seconde étant la partie réelle et la partie imaginaire du vecteur de propagation, donc de ce vecteur K tilde, et nous allons maintenant étudier les signes dans le cadre de ce qui nous intéresse. Donc si maintenant on développe l'exponentielle complexe, je peux factoriser par exponentielle j oméga t, qui représente la dépendance temporelle, et ensuite développer la partie qui est la partie spatiale. Donc je vais me retrouver avec un exponentiel de moins j fois k'x, multiplié par exponentielle de moins j, donc qui arrive à la fois du moins qui est ici, du j qui est là, multiplié par le j qui est là, donc c'est-à-dire moins j au carré, mais j au carré c'est moins 1, donc de telle sorte que tout ce terme se révèle être égal à 1, donc je peux le supprimer, multiplié par exponentielle de k seconde de x. Alors, si on considère que j'ai une onde qui se propage vers la droite, comme ce que j'ai dit précédemment, ça veut dire que K' doit être positif. K' doit être positif. Si maintenant on regarde donc cette partie propagation, qui est principalement gérée par ce terme-là, mais maintenant si on regarde la partie atténuation. Alors, la partie atténuation, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette seconde partie, qui est cette partie-là, est une exponentielle qui est une exponentielle réelle. En effet, j'ai plus de j qui apparaît dans mon expression, j'ai bien k seconde de x. Dans ce cas-là, si on veut que l'onde décroisse
en avançant dans le sens des x positifs, eh bien, il faut que k secondes soit négatif. Donc ça, c'est pour une onde qui, en convention exponentielle j oméga t, se propage vers la droite. Si maintenant l'onde se propage vers la gauche, eh bien dans ce cas-là, le k' devient négatif, puisqu'elle se propage vers la gauche. Si je garde évidemment le moins qui apparaît dans l'expression, dans cette expression-là. Hein. Donc dans l'autre cas, j'ai un k' qui est négatif, et il faut que mon k seconde soit positif. Hein, ou nul, hein, puisque si jamais j'ai pas de perte. Mais dans tous les cas, on a que la partie imaginaire, donc dans le cas aller, le cas retour, on a que la partie imaginaire de k tilde sur la partie réelle de k tilde doit être négatif ou nul. Alors si maintenant je considère l'autre convention temporelle, qui est, j'ai toujours une propagation, voilà, mon axe des x ne change pas, mais cette fois-ci je prends une convention en exponentielle moins j oméga t. Et j'ai un nombre toujours qui va être un nombre k, le nombre k tilde, qui va toujours s'écrire sous la forme de k' plus i k seconde. Alors, je vais considérer que k', ce nombre-là, est positif. Et donc, dans ce cas-là, l'onde qui se propage, donc si k seconde est négatif, hein, ou de toute façon, le terme qui va gérer l'invariant relatif à la propagation, va être, dans le cas qui nous intéresse, exponentielle de moins j oméga t multiplié par exponentielle de j k tilde x. Donc, qui va être le terme avec cette fois-ci la valeur de k tilde. Hein. Et donc vous voyez bien que si k' est positif, la propagation s'effectue dans le sens des x croissants. Et si je développe ce terme-là, eh ben, j'ai bien le exponentiel moins j oméga t qui reste, fois exponentielle de j k' x, multiplié par exponentielle de jkx, enfin jk seconde, j fois jk seconde, qui me donne donc bien cette fois-ci un moins k seconde de x. Et donc cette fois-ci, pour une onde qui se propage vers la droite, il faut que le k seconde soit positif. Donc en convention qui va être en convention exponentielle moins j oméga t, la relation entre ma partie imaginaire de k tilde sur la partie réelle de k tilde, il faut que cette fois-ci, ce rapport soit positif. Donc vous voyez, il s'agit exactement de la même physique, mais simplement une convention qui est une convention de signe qu'on a inversée. Et par rapport à ça, ça génère des contraintes qui sont des contraintes sur le nombre d'ondes si on veut respecter les choses. Alors, ces contraintes sur le nombre d'ondes découlent en fait de contraintes qui sont des contraintes de dissipation par rapport aux opérateurs qui apparaissent ici. Hein. On voit bien que tout ça va découler du fait que ici j'ai un nombre réel mu qui en fait est un nombre réel positif. Hein, c'est-à-dire que ici j'ai bien une force hein, qui va être opposée à la vitesse. Et donc il faut bien que ma valeur soit réelle et positive.